la chute du pouvoir américain semble s'accélérer de manière évidente. Et pour ceux d'entre nous qui observent attentivement les dynamiques globales, il est difficile d'ignorer les signes indiquant que l'Empire n'occupe plus la position dominante qu'il avait autrefois. Cette perception ne découle pas d'un jugement subjectif ou d'une opinion isolée. Elle repose sur des schémas concrets, des faits et la manière dont les autres pays du monde ont commencé à réorganiser leurs stratégies économiques, politiques et diplomatiques en réponse au changement d'équilibre global. La raison pour laquelle je considère que nous assistons à un empire en déclin est liée, en premier lieu, à la manière dont les dirigeants des États-Unis, depuis l'administration de Trump jusqu'à aujourd'hui, choisissent de communiquer et d'agir. Ces dirigeants insistent constamment à projeter une image de force, de pouvoir intact, de domination absolue, comme si rien n'avait changé, comme si les États-Unis restaient aussi invincibles et solides qu'ils l'étaient dans les décennies passées. Ils parlent de sécurité, de croissance économique, d'influence politique, mais la réalité révélée par les données et les mouvements globaux est bien différente. Pour mieux comprendre cette transformation, il est utile de diviser l'analyse en deux niveaux complémentaires. Tout d'abord, nous examinerons la position des États-Unis dans l'économie mondiale, une approche que l'on pourrait qualifier de dimension internationale du problème. Ensuite, nous passerons aux aspects internes du déclin, ceux qui affectent directement la population américaine, sa structure sociale et économique. Cette division nous permet de voir comment les tendances globales et internes se renforcent mutuellement et comment le discours officiel aux États-Unis tente de minimiser, voire de nier, ces changements. Un point de départ clé se trouve dans un événement récent d'une grande importance. À la fin du mois d'août de cette année, une réunion d'une grande importance s'est tenue à Pékin, en Chine, rassemblant les dirigeants de la Russie, de la Chine, de l'Inde et d'autres membres des BRICS. Au cours de cette réunion, les participants ont discuté de manière approfondie et sérieuse des implications des guerres commerciales et des tarifs imposés par le président Trump contre le reste du monde. Cette discussion n'était pas simplement diplomatique ou symbolique. Il s'agissait d'un dialogue stratégique sur la manière dont les pays des BRICS peuvent réorganiser leurs relations économiques pour réduire leur dépendance envers les États-Unis et les institutions dominées par le G7. À bien des égards, cette réunion marque un tournant. Elle est emblématique d'un changement fondamental dans la position des États-Unis dans l'économie mondiale et sert d'exemple clair de ce que certains économistes et analystes appellent le déclin de l'Empire. Pour comprendre pleinement ce phénomène, il est nécessaire de se pencher sur les chiffres et les statistiques qui reflètent le pouvoir économique mondial. L'Inde et la Chine sont les deux pays les plus peuplés du monde, et récemment, l'Inde a dépassé la Chine en population, devenant la nation la plus peuplée de la planète. Avec la Russie et les autres membres des BRICS, ces pays renforcent une alliance économique de plus en plus cohérente. Ils développent des systèmes de paiement conjoints, planifient l'utilisation de monnaies locales pour régler le commerce entre eux et priorisent la croissance de leurs marchés internes et régionaux. Cette coopération améliore non seulement leur capacité économique, mais réduit également l'influence des États-Unis et du G7 dans le commerce international. Si nous additionnons le produit intérieur brut de tous les pays des BRICS, nous obtenons environ 35% de la production mondiale de biens et de services. En revanche, si nous additionnons le PIB des pays du G7, les États-Unis, le Canada, le Japon, l'Allemagne, la France, l'Italie et le Royaume-Uni, nous obtenons environ 28%. Ce simple calcul montre que le moteur économique le plus important du monde a changé. Alors que dans le G7, l'axe reste les États-Unis. Dans les BRICS, le moteur est la Chine, accompagnée de l'Inde et de la Russie. Cette redistribution du pouvoir économique est fondamentale pour comprendre la dynamique mondiale actuelle. Cependant,
le PIB n'est pas le seul indicateur pertinent. La population est un facteur décisif dans la force et l'avenir de toute économie. Une nation avec une population croissante, bien éduquée, en bonne santé et productive, a une plus grande capacité à innover, à maintenir une croissance soutenue et à soutenir un marché intérieur dynamique. La population des États-Unis représente environ 4 à 5% de la population mondiale. En additionnant tous les pays du G7, nous atteignons environ 10 à 15% du total mondial, tandis que les BRICS englobent plus de la moitié de la population mondiale. Cela signifie que le potentiel économique futur est plus concentré en Asie et dans les pays en développement qui font partie de cette alliance stratégique. Ces pays développent rapidement leurs systèmes éducatifs, sanitaires, de transport et d'infrastructures, atteignant des niveaux d'efficacité qui dépassent ceux des États-Unis dans plusieurs domaines. Un exemple clair de cette différence est le système de train à grande vitesse en Chine, qui se compare défavorablement au système de transport ferroviaire américain, limité et peu efficace. Cette comparaison n'est pas anodine. Elle reflète une tendance plus large. L'Occident ne contrôle plus les centres névralgiques de l'économie mondiale comme il l'a fait pendant des siècles. Pendant une grande partie de l'histoire moderne, les pays occidentaux ont dominé de vastes régions d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine, utilisant leur pouvoir économique, politique et militaire pour maintenir le contrôle sur la production et les marchés mondiaux. C'était la structure du monde, un noyau capitaliste avancé en Occident, et le reste, pour la plupart, comme une périphérie subordonnée. Aujourd'hui, cette structure change de manière irréversible. L'écart entre le G7 et les BRICS s'est creusé au cours des 5 dernières années et continue de croître en faveur de ces derniers. Cette transformation économique s'accompagne d'une augmentation de l'influence politique et militaire des pays des BRICS, ce qui renforce encore leur position sur la scène mondiale. Pour mettre cela en perspective historique, les États-Unis sont devenus un empire après avoir obtenu leur indépendance de la Grande-Bretagne et construit leur propre économie. Le colonialisme britannique était formel, celui des États-Unis, informel. Aujourd'hui, cette influence informelle n'a plus la même force. Le monde reconfigure ses alliances et ses stratégies sans dépendre de Washington. Il est crucial de reconnaître que nier cette réalité ne change pas les faits. Malgré l'insistance de certains dirigeants américains à mépriser les BRICS, la réalité économique et géopolitique continue d'avancer. Chaque nation, chaque entreprise et chaque investisseur mondial réévalue ses décisions stratégiques. Où investir, dans quel marché participer, comment réorganiser les chaînes d'approvisionnement. Ces changements ne répondent pas à des fluctuations dans les tarifs ou à des politiques temporaires. Ils reflètent un ajustement structurel à long terme. La croissance future, l'innovation et la génération de nouveaux produits et services se déplacent vers la Chine et les BRICS, et cela dessine un paysage mondial différent de celui que les États-Unis dominaient autrefois. Comment les États-Unis ont-ils réagi à cette transformation? Principalement par le déni. On préfère ignorer les preuves, minimiser le changement et construire des récits alternatifs qui justifient cette posture. L'histoire racontée à la population américaine est que le pays reste le plus riche et le plus puissant, mais que d'autres acteurs externes, qu'il s'agisse de pays ou d'immigrants, ont causé des dommages à sa position. Dans ce récit, les immigrants deviennent responsables des problèmes économiques, malgré le fait qu'ils ne représentent qu'une fraction de la population et qu'ils contribuent de manière significative à la croissance économique. En même temps, la classe ouvrière américaine a énormément souffert au cours des dernières décennies. La perte d'emplois dans l'industrie manufacturière, la baisse des salaires et la détérioration des conditions de vie
ont particulièrement affecté les hommes blancs qui occupaient autrefois des postes bien rémunérés dans des industries clés. Ce processus a commencé avec la délocalisation d'emplois vers l'Asie, l'Afrique et l'Amérique latine, à la recherche de salaires plus bas et de profits plus élevés. Ensuite, c'est venu l'automatisation et l'implémentation de nouvelles technologies. Et enfin, l'incorporation de travailleurs immigrants qui acceptaient des salaires plus bas que les Américains nés dans le pays. La conséquence est une diminution significative des revenus et de la stabilité de l'emploi pour de larges secteurs de la population. L'ascension de Trump en tant que représentant de cette classe ouvrière affectée reflète cette dynamique. Son discours politique s'est basé sur la désignation de coupables externes, les immigrants, les entreprises étrangères et la supposée exploitation des États-Unis par d'autres pays. Cette histoire a été politiquement efficace car elle simplifiait un problème complexe. Au lieu d'analyser comment la mondialisation, le capitalisme et la réorganisation de l'économie mondiale affectaient les travailleurs, elle se concentrait sur la désignation de coupables visibles et faciles à critiquer. Il est important de comprendre que ces récits sont pratiques pour ceux qui cherchent à justifier l'inégalité et les transformations structurelles dans l'économie américaine. Blâmer les immigrants ou les pays étrangers évite de remettre en question le système économique qui privilégie la maximisation des profits au détriment du bien-être des travailleurs. Déporter des millions d'immigrants, comme cela se produit actuellement, ne reflète pas une force économique, mais un échec du système à absorber et utiliser de manière productive ceux qui ont historiquement contribué à la croissance de la nation. En conclusion, alors que les États-Unis insistent pour maintenir l'illusion d'un empire invincible, les faits montrent un tableau différent. Le pouvoir économique mondial se déplace vers les BRICS. L'influence politique et militaire de ces pays croît, et la population américaine fait face à des défis internes significatifs. Le déni et la recherche de coupables externes ne changent pas cette réalité. Ils ne font que la retarder momentanément, tandis que le monde continue de se réorganiser autour de nouveaux centres de pouvoir économique et géopolitique. Le récit officiel peut projeter force et stabilité, mais les preuves montrent que nous assistons à un changement profond et structurel dans la position des États-Unis dans le monde. De plus, nous ne pouvons ignorer la manière dont les États-Unis ont tenté de gérer leur déclin par des interventions politiques et économiques superficielles qui cherchent à donner une apparence de contrôle. Des politiques sont créées qui semblent être des solutions immédiates, mais qui, en réalité, ne modifient pas les tendances structurelles mondiales. Les tarifs, les traités révisés et les négociations internationales ne peuvent pas inverser un changement enraciné dans la redistribution du pouvoir économique et la réorganisation des marchés par les BRICS. Ces mesures, bien que largement médiatisées, agissent davantage comme des symboles de force que comme des outils efficaces pour restaurer l'influence perdue. Un autre aspect clé est la perception interne de la population américaine concernant son propre pays. Alors que le récit de la victimisation est promu et que l'on blâme les immigrants ou les acteurs externes, une grande partie de la population continue de croire que les États-Unis restent le centre du monde et que tout problème peut être résolu par des politiques internes, sans reconnaître que le contexte mondial a changé. Cette déconnexion entre la perception et la réalité contribue à un blocage politique et social qui rend difficile la mise en œuvre de solutions réelles. Le déni collectif n'est pas seulement psychologique, il se reflète également dans des décisions politiques et économiques qui ignorent le panorama international. Enfin, il est important de mentionner que la concentration de la richesse et du pouvoir entre les mains d'une élite de plus en plus restreinte aux États-Unis renforce également cette dynamique de déclin. Alors que les 10% les plus riches de la population
bénéficie de la croissance des marchés financiers et de l'accumulation de capital, la majorité de la population subit une perte d'opportunités et une précarisation de l'emploi. Cette inégalité interne limite non seulement la capacité des États-Unis à s'adapter au changement mondial, mais approfondit également l'écart entre l'image de force projetée et la réalité économique et sociale à laquelle ils sont confrontés. Imaginons que nous essayons de comprendre les tarifs et la dynamique du commerce international du point de vue que certains dirigeants présentent, et plus précisément, comment quelqu'un comme Trump l'explique. Le récit que l'on entend est à peu près celui-ci. Regardez, prenons un pays au hasard, disons le Vietnam. Le Vietnam nous vend plus que nous ne pouvons leur vendre. Cela semble être un problème, non ? Et les gens pensent que c'est la faute du Vietnam. Mais attendez une minute. Ce que les Américains achètent au Vietnam n'est pas parce que le Vietnam nous y oblige. Nous l'achetons parce que nous le voulons et parce que nous avons les ressources suffisantes pour acquérir ces produits. D'un autre côté, le Vietnam n'achète pas la même quantité aux États-Unis parce que ce n'est pas un pays riche et que sa population n'a pas l'argent pour acheter des biens américains. Ainsi, le déséquilibre commercial n'est pas dû à la mauvaise intention du Vietnam. Le déséquilibre existe parce que les États-Unis sont riches et le Vietnam est pauvre. Et pourtant, beaucoup blâment que le Vietnam pour les difficultés économiques que nous rencontrons ici. C'est complètement irrationnel. Nous punissons ceux qui n'ont tout simplement pas la capacité d'équilibrer la balance commerciale avec nous. Et pourtant, ce récit se répète et devient l'histoire que l'on vend. Les États-Unis ont acheté plus au monde qu'ils n'ont vendu pendant des décennies. Ce schéma a fait que les dollars s'accumulent dans le monde entier. Et c'est de là que provient une grande partie du pouvoir du dollar comme monnaie mondiale. Pendant des années, les Américains ont vécu au-dessus de leurs moyens. Ils achetaient des biens du monde entier et, en échange, donnaient de petits morceaux de papier vert appelés dollars, qui n'avaient pratiquement aucun coût de production. Cela a permis aux États-Unis de recevoir des biens réels produits par le travail humain, comme du vin de France, des électroniques du Japon, des textiles de Chine et bien plus encore, alors que le coût réel pour produire ce papier-monnaie était presque inexistant. C'était une affaire extraordinaire pour les États-Unis. Mais les pays qui recevaient ces dollars ne pouvaient pas simplement les garder, car le papier en lui-même ne produisait aucun bénéfice tangible. Alors, que faisait-il ? Il prêtait ces dollars au gouvernement des États-Unis. Cela a permis au gouvernement de dépenser plus qu'il ne collectait par les impôts, sans que les citoyens aient à payer davantage. Pendant des décennies, cette dynamique a fonctionné. Les États-Unis obtenaient des produits précieux en échange de papier qui coûtaient pratiquement rien. Mais maintenant, le contexte a changé et le système est sous pression. La dette nationale américaine a atteint des chiffres colossaux, proches de 35 à 36 000 milliards de dollars, et les principaux prêteurs, comme la Chine et le Japon, ne sont plus disposés à financer sans limite. Dans ce scénario, le gouvernement fait face à un dilemme. Il pourrait taxer davantage sa propre population, mais cela provoquerait un rejet politique massif. Ainsi, la stratégie choisie a été différente. Utiliser les tarifs comme moyen de pression sur le commerce international. Le récit est simple et efficace. Les États-Unis ont été abusés par le reste du monde, et il est maintenant temps de rendre justice. En théorie, les tarifs devraient être payés par les entreprises américaines qui importent des produits. Mais l'objectif attendu est que les producteurs étrangers ajustent leurs prix pour maintenir leur accès au marché américain, évitant ainsi de perdre des ventes. Cela se produira-t-il en pratique ? C'est très improbable. Les pays affectés chercheront des moyens de contourner les tarifs, de modifier les routes commerciales, d'imposer des représailles et de trouver des solutions alternatives pour réduire l'impact des tarifs américains.
Pendant ce temps, les tarifs servent d'outils pour collecter des fonds et essayer de compenser la dette que les États-Unis ne peuvent plus soutenir par des prêts externes. Ce type de politique est désespéré et reflète une société confrontée à des problèmes structurels qui ne peuvent pas être résolus simplement. L'administration américaine cherche à résoudre un problème en aggravant un autre, tout en observant les effets de ses propres actions sur le reste du monde. L'histoire racontée est que les États-Unis sont attaqués, que les autres pays sont responsables de nos problèmes et que justice est maintenant rendue par l'imposition de tarifs. Ce récit est convaincant pour certains secteurs de la population et sert à justifier des mesures qui, en réalité, cherchent à résoudre un déficit structurel de manière indirecte. Trump, en particulier, a renforcé ce récit de manière constante. Il répète des histoires sur des pays étrangers qui ont nui aux États-Unis. Et cette répétition crée de la crédibilité auprès de sa base. Même si les faits ne correspondent pas au récit, la répétition constante fait que beaucoup finissent par y croire. Un exemple extrême de cela est ce qui s'est passé au Brésil, où l'administration américaine a lié les tarifs et la pression commerciale à la manière dont le gouvernement brésilien traitait légalement l'ancien dirigeant, Bolsonaro. Cette action peut être considérée comme une ingérence directe dans les affaires internes d'un autre pays, mais elle est présentée comme une punition légitime pour un prétendu mauvais comportement international. La réaction des autres pays est claire et significative. Les dirigeants du monde entier sont obligés de se rendre à Washington pour négocier, pour tenter d'adoucir ou de réduire les tarifs imposés. Ce type de geste, bien que nécessaire pour un soulagement temporaire, est diplomatiquement humiliant. Il reflète l'érosion du pouvoir américain et la perte de confiance en son rôle de partenaire fiable. Cette dynamique montre que l'ordre économique mondial, construit après 1945 sur la stabilité et la richesse américaine, n'est plus fiable. Chaque pays cherche à diversifier son commerce, à réduire sa dépendance envers les États-Unis, à trouver de nouveaux clients et des sources d'investissement alternatives, et à protéger ses économies face à l'imprévisibilité de la politique américaine. Cet isolement n'est pas seulement un phénomène international, il se reflète également dans la politique et l'économie interne. L'inégalité a constamment augmenté au cours des dernières décennies. Une redistribution massive de la richesse et des revenus s'est produite, les concentrant dans l'élite la plus élevée, tandis que la majorité de la population voit son pouvoir d'achat diminuer. L'investiture de Trump en 2017 a illustré de manière symbolique ce phénomène. Les milliardaires les plus riches des États-Unis occupaient une place de choix dans la cérémonie, reflétant la priorité du gouvernement envers les intérêts des grandes entreprises et de l'élite économique, plutôt que vers la population générale. La fusion entre le gouvernement et les grandes entreprises s'est approfondie. Des exemples récents incluent la participation du gouvernement dans des entreprises comme Intel, avec des actions représentant des blocs significatifs du capital permettant d'exercer un contrôle sur la corporation. De plus, des accords avec des entreprises de haute technologie comme Nvidia et AMD pour vendre des puces en Chine incluent des transferts de revenus significatifs au gouvernement, éliminant de nombreuses préoccupations de sécurité en échange de bénéfices financiers directs. Cela crée un nouveau niveau de pouvoir étatique, où le gouvernement cesse d'être un régulateur externe pour devenir un acteur direct dans l'économie. Dans ce contexte, les syndicats et les travailleurs de ces entreprises font face à un gouvernement qui partage désormais les intérêts des employeurs, modifiant fondamentalement la dynamique du travail et de la négociation aux États-Unis. En même temps, la population américaine fait face à une érosion constante de son pouvoir d'achat. L'inégalité croissante limite la capacité de la majorité des gens à participer pleinement à l'économie, tandis que la richesse se concentre au sommet. Ce schéma
reflète un phénomène historique qui présente des parallèles avec des systèmes où la concentration du pouvoir politique et économique se fusionne avec des entreprises stratégiques, ce que certains pourraient décrire comme une forme de fascisme économique moderne. La combinaison de ces forces, avec des politiques internationales agressives comme les tarifs, montre comment les États-Unis s'isolent progressivement, tant sur le plan interne qu'externe. L'isolement international se manifeste de multiples façons. Par exemple, les États-Unis sont l'un des rares pays à continuer de soutenir Israël dans certains conflits, tandis que même leurs alliés traditionnels en Europe ont retiré ce soutien. De même, des tentatives récentes de punir l'Inde pour ses achats de pétrole russe ont provoqué des tensions diplomatiques, bien que l'Inde et d'autres pays continuent de défendre leurs intérêts nationaux et de chercher des alternatives dans leur politique commerciale. Ces dynamiques soulignent comment l'influence américaine, qui était autrefois déterminante dans la configuration de l'économie mondiale, est remise en question et remplacée par de nouveaux équilibres de pouvoir au XXIe siècle. Dans ce contexte, le récit présenté à l'intérieur des États-Unis cherche à expliquer ces défis à travers des histoires simples et efficaces. Les autres pays sont responsables des problèmes, les tarifs sont des punitions justes, et le gouvernement protège sa population contre les abus externes. Ces histoires sont convaincantes pour certains secteurs de la population et servent à justifier des décisions économiques qui, en réalité, reflètent un processus d'adaptation face à un déclin structurel de la position mondiale des États-Unis. Sur le plan domestique, l'impact est tout aussi significatif. La concentration de la richesse et la fusion entre le gouvernement et les grandes entreprises modifient la structure du pouvoir économique et politique. Les plus grandes entreprises bénéficient directement des décisions gouvernementales et des politiques stratégiques, tandis que la population générale voit son pouvoir d'achat et sa capacité d'influence limitée. L'inégalité croissante et la participation directe du gouvernement dans des entreprises stratégiques créent un nouvel équilibre de pouvoir aux États-Unis, avec des implications profondes tant pour l'économie que pour la société en général. En résumé, le récit et les actions adoptées par les États-Unis en matière de commerce international, de politique interne et d'économie reflètent un schéma clair. La tentative de résoudre des problèmes structurels par des politiques de pression externe et de contrôle économique centralisé. La combinaison de tarifs, de concentration du pouvoir, de fusion entre gouvernement et entreprises et de l'inégalité croissante interne montre comment les États-Unis se reconfigurent, s'isolent et adaptent leur position dans un monde qui ne dépend plus de leur leadership économique comme auparavant. Cette transformation affecte non seulement la politique interne, mais aussi le rôle des États-Unis sur la scène mondiale et représente un changement significatif dans la dynamique du pouvoir international qui définira une grande partie du XXIe siècle. De plus, cette stratégie de tarifs et de pression internationale affecte non seulement des grands pays comme la Chine ou le Brésil, mais aussi des partenaires commerciaux plus petits qui doivent s'adapter rapidement ou faire face à des conséquences économiques directes. Les entreprises de ces pays doivent chercher des routes alternatives pour maintenir leur marché et protéger leurs revenus, tandis que leur gouvernement tente de négocier avec les États-Unis pour éviter des dommages plus importants. Chaque mouvement reflète un équilibre délicat entre répondre à leurs intérêts nationaux et gérer l'imprévisibilité de la politique américaine. D'autre part, les effets domestiques se font sentir à tous les niveaux de la société américaine. Les consommateurs font face à des prix plus élevés pour les produits importés, tandis que les travailleurs des secteurs affectés par les représailles internationales peuvent voir des réductions d'emplois ou de revenus. Bien que le récit officiel présente les tarifs comme une punition pour les pays étrangers abusifs, en réalité, une partie importante de l'impact retombe sur les entreprises américaines et leurs travailleurs, ce qui montre la complexité de la politique commerciale
et comment les effets se répartissent de manière inégale à l'intérieur du pays. À cela s'ajoute l'impact sur l'investissement et la confiance des entreprises. L'incertitude générée par les tarifs et les menaces constantes de nouvelles mesures oblige les entreprises nationales et internationales à repenser leur stratégie, à retarder les investissements et à chercher des marchés plus sûrs. La perception des États-Unis comme un partenaire imprévisible modifie les décisions stratégiques et affecte la planification à long terme, montrant comment des politiques immédiates de collecte de fonds ou de pression internationale ont des conséquences prolongées et de grande portée. Enfin, ces schémas se reflètent également dans la diplomatie américaine. Le pays, qui pendant des décennies a été vu comme un partenaire stable et fiable, est maintenant perçu comme un acteur qui combine le pouvoir économique avec une pression coercitive directe. Cela modifie la manière dont les gouvernements étrangers interagissent avec les États-Unis, en priorisant la diversification et la réduction des risques. Chaque rencontre diplomatique, chaque négociation sur les tarifs et chaque décision commerciale est teintée par cette réalité. Les États-Unis ne sont plus simplement un centre de pouvoir fiable, mais un acteur qui peut imposer des changements soudains et qui oblige le reste du monde à s'adapter constamment. Et l'une des raisons les plus importantes pour lesquelles de nombreux citoyens ont voté à nouveau pour Donald Trump était l'inflation qui a explosé pendant l'administration du président Joe Biden, le président précédent. Cela a été une préoccupation centrale pour des millions d'électeurs qui cherchaient un changement économique et qui estimaient que la situation sous Biden était hors de contrôle. Maintenant, Trump fait face à un paradoxe critique. S'il permet à l'inflation de remonter, il pourrait commettre ce que de nombreux analystes appellent un suicide politique. Chaque point de pourcentage d'augmentation de l'inflation érode la confiance de ses propres partisans et fragilise la stabilité de sa base politique, essentielle pour rester compétitif lors des futures élections. Cependant, un élément domine toute sa stratégie actuelle: le désespoir. Oui, je le répète car il est crucial de le comprendre. Trump est désespéré. Les médias financiers et économiques des États-Unis ont clairement averti que dans la seconde moitié de 2025, le pays pourrait faire face à une économie qui tombe en récession, ou qui connaît une nouvelle vague d'inflation significative, ou même qui souffre des deux phénomènes simultanément. Ce scénario, connu dans le jargon économique sous le nom de stagflation, combine les effets négatifs de l'inflation avec la récession, créant un environnement extrêmement difficile pour tout dirigeant politique. L'un ou l'autre de ces résultats mettrait en danger une grande partie de la base électorale de Trump, affaiblissant sa capacité à gouverner et son attrait auprès des électeurs qui l'ont ramené au pouvoir. Et pourtant, Trump maintient sa pression sur la Réserve fédérale, notre banque centrale, exigeant qu'elle réduise les taux d'intérêt, même lorsque l'institution a clairement indiqué que ce n'est pas encore le moment opportun. Cette stratégie est risquée, car si une telle réduction des taux était appliquée de manière prématurée, elle pourrait stimuler davantage l'inflation et fragiliser la stabilité économique. Alors, la question se pose, pourquoi agirait-il de manière aussi risquée ? La réponse est claire. Le désespoir le guide. Un effondrement économique à ce moment pourrait le chasser du pouvoir. Et avec cela, mettre en danger non seulement ses politiques tarifaires et commerciales, mais aussi l'ensemble des décisions qu'il a mises en œuvre pour renverser les politiques du président Biden. Ces mêmes politiques que Trump a critiquées et tenté de modifier pourraient être rapidement restaurées par un gouvernement démocrate, ce qui équivaudrait à défaire une grande partie de son héritage politique. Nous observons un niveau de fragmentation et de tension aux États-Unis qui n'a pas été vu depuis de nombreuses décennies. Ces phénomènes reflètent, en partie, l'incapacité d'un système capitaliste en déclin à gérer ses problèmes sans recourir à la diabolisation des immigrants, à la confrontation avec les pays étrangers et à l'utilisation des tarifs comme outil de pression internationale.
La stratégie consistant à blâmer les autres, au lieu de résoudre les problèmes internes de manière structurelle, montre un pays qui lutte pour maintenir sa cohésion et sa stabilité, tout en faisant face à de multiples crises simultanément. La question que beaucoup se posent est inévitable. Où cela nous mènera-t-il? La réponse, bien que compliquée, est claire en termes de dynamique politique. Les États-Unis se heurtent aux limites de leur propre pouvoir. Trump a promis de mettre fin rapidement à la guerre en Ukraine et de résoudre le conflit à Gaza, assurant que ces crises se termineraient en quelques jours. Cependant, ces promesses ne se sont pas concrétisées. Au contraire, certaines de ces décisions, comme les attaques contre l'Iran, ont augmenté la tension mondiale au lieu de la réduire. Ce sont des actes qui reflètent le désespoir, la sensation de ne pas pouvoir contrôler ni les conflits internationaux, ni les défis internes auxquels il est confronté. Dans ce contexte, des questions troublantes émergent. Trump pourrait-il recourir à des options militaires plus agressives? Envisager même l'utilisation d'armes nucléaires? L'incertitude est grande, et le monde observe avec attention et prudence chacun de ces mouvements. Pendant ce temps, d'autres puissances mondiales, comme la Chine, l'Inde, la Russie et les BRICS, voient leur influence et leur pertinence croître, en contraste avec un G7 et des États-Unis dont la capacité à projeter un pouvoir mondial diminue progressivement. Cette transformation de l'ordre international montre que les États-Unis ne peuvent plus maintenir leur rôle traditionnel de policier du monde sans engager des ressources significatives ni faire face à des risques internes graves. L'Europe se trouve à une croisée des chemins similaires. Trump a répété à plusieurs reprises que les pays européens doivent assumer davantage de responsabilités pour leur propre défense, mais la réalité est que beaucoup ont vécu pendant des décennies sous la protection et le soutien financier des États-Unis. Si on leur demande maintenant d'augmenter leurs dépenses militaires, ils devront s'endetter massivement, augmenter les impôts de leurs citoyens ou réduire des programmes sociaux essentiels. L'Allemagne est un exemple concret. Tout en augmentant son endettement, elle est obligée de réduire une partie de son filet de sécurité sociale, ce qui montre la tension entre la militarisation et le bien-être des citoyens. Aux États-Unis, la situation n'est pas différente. La classe ouvrière, historiquement soutenue par un filet de sécurité sociale, pourrait retirer son soutien politique si elle sent que sa stabilité économique est menacée. C'est un reflet direct de la décadence du pouvoir américain et de la pression à laquelle le gouvernement est confronté pour maintenir à la fois la stabilité interne et son influence externe. Ce que nous voyons de Washington semble souvent être de la fanfaronnade, des menaces et des démonstrations de force, mais tout cela est, en réalité, une tentative de masquer des anxiétés profondes. Les dirigeants politiques sont conscients des défis auxquels ils font face, et leur rhétorique agressive cherche à projeter un contrôle là où, en réalité, il y a de l'incertitude. Mais nous ne devons pas nous laisser tromper par les apparences. La réalité, dure et persistante, reste le facteur qui déterminera la direction du pays et la capacité de ses dirigeants à gérer la crise. L'attention du public, des analystes et des électeurs doit se concentrer sur cette réalité tangible, sur les faits économiques, politiques et sociaux qui continuent de se développer jour après jour. C'est la perspective que nous ne devons pas perdre de vue, car tout le reste, aussi bruyant soit-il, n'est que du bruit.